I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous. C'est donc fait. Le bilan des 100 jours du gouvernement a été présenté hier par Saadetdine El Othmani. 120 jours exactement, 120 mesures. C'est le titre de cette opération par le chef du gouvernement. Mais pas de signaux clairs pour améliorer la vie des TPE et PME. Alors comment vont-elles justement? Ont-elles enfin trouvé des facilités d'accès au crédit bancaire? 1 an et demi après la première réunion de Banque Al Maghrib sur ce sujet, les banques financent-elles enfin les TPME marocaines? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Hicham Hamadi, bonjour. Bonjour. Analyste politique et économique, et Amine Youri, bonjour. Bonjour. Responsable PME chez Inforisque. En deuxième partie, nous irons en France. Première épreuve du feu aujourd'hui pour Emmanuel Macron, qui va connaître la première journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail. Le président français ne sera pas dans l'Hexagone, mais à Saint-Martin, au chevet des victimes de l'ouragan Irma. Alors cette manifestation du 12 septembre est-elle le coup d'envoi d'une contestation sociale de fond qui va prendre de plus en plus d'ampleur? Elle sera en tout cas un marqueur, peut-être même un tournant social dans le quinquennat de Macron, mais dans quel sens? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de l'émission ou via Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. On attend toujours la liste complète des 120 mesures pendant ces 120 jours du gouvernement de Saadetdine El Othmani. En tout cas, force est de constater qu'il y a eu très peu d'initiatives prises pour améliorer l'accès au crédit, améliorer la vie tout simplement, les carnets de commandes notamment des TPE, PME. On va en parler dans un instant, mais juste avant, Hicham Hamadi, selon les politiques de la chose, hier, donc cette sortie du chef du gouvernement autour des secrétaires généraux de la majorité gouvernementale, exception faite d'Abdellah Benkiran. C'était quoi? C'était une opération coup de com', comme le dit l'économiste ce matin? Déjà le titre 120 jours, 120 mesures, ça s'apparente à cela. Maintenant j'espère que, enfin, en toute sincérité, j'attends ce bilan, j'attends de voir c'est quoi le contenu, parce que est-ce qu'on le ressent réellement, est-ce qu'on a senti quelque chose qui est pour l'économiste, on le ressent pas. 100 jours qui n'ont pas changé le Maroc, c'est le titre de l'article du quotidien économique. Je me pose la question, comment ils vont remplir ce bilan, qu'est-ce qu'il va contenir? Est-ce que toujours ça sera des intentions, parce que il y en a marre, entre parenthèses, des intentions. On a vu beaucoup de promesses, beaucoup d'ambitions. J'attends de voir, en toute sincérité. Je leur donne encore le crédit des quelques heures, parce que j'ai cherché le bilan, je l'ai pas encore trouvé. Je pense que il a été d'Internet, il n'est pas encore sur le site de la primature. Ou soit sur ils un ont site officiel du parti. Je pense qu'il est en papier. Je pense qu'il est disponible quelque part, mais pas sur le digital. Enfin, en tout cas, l'ère du digital n'a pas traversé le gouvernement, au moins cet exercice. J'attends de voir aussi l'opposition, parce que ce qui est intéressant, c'est quelle sera la position de l'opposition par rapport à ce bilan, par rapport, enfin, en termes de critique et en termes, j'espère que de la critique constructive. Maintenant, on est encore dans les 24 heures. Enfin, attendons de voir, moins de 24 heures encore. Moins de 24 heures, exactement. 12 heures, on va dire. Ouais. On va leur donner encore le bénéfice du doute pour voir, mais en toute sincérité, à quoi s'attendre. Enfin, nous qui sommes des acteurs économiques, la situation n'a pas changé. La situation, entre parenthèses, s'est détériorée. Les délais de paiement se sont aggravés. Enfin, on connaît notre Maroc, donc on va pas nous dire qu'il y a des mesures qui n'ont pas, probablement, il y a des choses qui ont été faites mais qui n'ont pas encore d'impact sur la vie réelle. Attendons de voir. Est-ce que c'est simplement des intentions ou bien des réalisations? Amine Youri, justement, sur la vie des TPME. Comment ça va? Comment ça se passe aujourd'hui? Là, on est le 12 septembre, on est pratiquement à la fin de l'année 2017, on peut le dire clairement. C'est vrai qu'il y a eu un début d'année très morose avec une hausse des défaillances d'entreprises historiques, pratiquement 40 entreprises par jour qui ferment leurs portes, on le rappelle. Ça va de un peu mieux, ou ça va au contraire de pire en pire? Écoutez, si on regarde uniquement, si on se base uniquement sur des statistiques comme les défaillances d'entreprises, effectivement, ça n'allait pas très fort à fin juin, une hausse de 20% quand même.
On attendait beaucoup de la nouvelle mouture de la loi sur les délais de paiement qui doit rentrer en vigueur dans les prochains jours. Maintenant, il manque toujours des détails par rapport à cette loi, notamment en termes de négociation de branches sur des dérogations possibles. Ça n'a toujours pas été fixé. Le taux de pénalité aussi applicable pour les entreprises privées, on attend toujours également, quelque chose là-dessus. Et puis, si on regarde ensuite ce qui se passe en termes de financement de l'économie, on se rend compte que les sociétés financières non privées, les sociétés non financières privées ont eu accès à un encours de crédit de trésorerie moins important que l'année dernière, donc moins 1,6%. Donc finalement, voilà, c'est un ensemble d'indicateurs qui ne sont pas positifs pour le moment. Ouais, et puis il y a un constat aussi, c'est que les banques aujourd'hui mettent plutôt le paquet sur le recouvrement des impayés que sur de nouveaux crédits accordés aux entreprises. Ça devient de plus en plus inquiétant, ça, Minury. Oui, effectivement, des échos courent là-dessus. Effectivement, il y avait un très bon article qui est sorti la semaine dernière sur ça. Effectivement, aujourd'hui, au sein des banques, au sein des comités de crédit, au sein des agences directement, des directives sont données par les directions générales justement pour accélérer le recouvrement, parce que derrière, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une nouvelle directive de BAM qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2018, qui va permettre qui doit permettre aux banques de provisionner davantage de créances en souffrance. À partir du moment, pour être clair, à partir du moment où un emprunteur connaît quelques difficultés, il va être classé dans une catégorie de clients de créances sensibles, et automatiquement une provision sera faite dessus de 10% de la créance, et évidemment ça va impacter le résultat net des banques. Donc évidemment les banques, les banquiers ont peur de cela, elles ont peur de voir les bénéfices nets fondre. Donc il y a tout un effort aujourd'hui qui est fait au sein des agences pour justement accélérer le recouvrement. Ouais, petite note positive, entre guillemets, si on peut placer une note positive, c'est que les créations d'entreprises sont en légère hausse à fin juillet 2017. Hicham Hamedi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose? Ça veut dire que faible hausse. Un peu de la confiance. Oui, faible hausse. Ça veut dire qu'on retrouve de la confiance, ou dans un climat de tension sociale, on le rappelle, tout de même, il y avait quand même ce mouvement de contestation sociale qui inquiétait, notamment pour la région Tanger-Tétouan-Locema. Pour l'instant, ça n'a pas eu d'impact sur la création d'entreprises. Je ne pense pas que c'est un regain de confiance. Je pense que c'est un élan naturel. Enfin, on devrait faire 4 ou 5 fois plus que cela. Donc c'est quelque chose qui s'est fait. Enfin, les gens ont créé des entreprises. Moi, je vais revenir sur les délais de paiement. La loi précise que c'est 60 jours. Oui. On est sur des délais de plus de 150 jours pour les PME et plus de 282 jours pour les TPE. Donc c'est quand même incroyable. On est à 4 mois aujourd'hui, 4 mois après la nomination du gouvernement, et on n'a pas de mesures qui ont été prises dans ce sens. La seule chose, à mon sens, dans l'exercice qui s'est passé, c'est que, si on revient à l'ancien mandat, c'est qu'ils n'ont pas pu faire le bilan, si je me rappelle, parce que, entre parenthèses, PJD voulait parler du tahakoum et tout. Donc le seul point positif, à mon sens, c'est qu'ils ont pu se mettre d'accord sur un document et ils ont pu faire ce bilan. Et à mon avis, c'est le seul aspect positif. Pour le reste, je ne crois pas qu'il y a du fond. On va revenir, à mon sens, sur des choses qui ont été initiées dans l'ancienne mandature de Monsieur Benkiran. Je ne vois pas de fait réellement. Je vois un début de quelque chose qui s'est passé au niveau de l'éducation, donc un début d'intention. On en parlait la dernière fois ici sur l'ensemble des mesures qui ont été prises. Maintenant, sur des faits réels, la réalité est que les banques sont en train de faire leur bilan et ils se disent comment on va finir l'année. Il faut qu'on génère de l'argent pour l'actionnaire, et donc c'est ce qui fait le recouvrement, et ils ont raison, parce que sinon c'est du bénéfice, c'est un résultat en moins. Donc on revient à la réalité. La réalité est que ils n'ont pas eu accès à beaucoup d'argent en termes de trésor pour pouvoir distribuer. La réalité est que on a vu beaucoup d'entreprises qui ont mis les clés sous le paillasson. C'est ça la réalité. Il y a eu beaucoup de faillites. La réalité est qu'on a un chômage qui s'accroît de plus en plus. La réalité on a un comité ministériel de l'emploi qui a été créé. Oui, mais je pense que ça a créé de l'emploi pour le comité en soi, lui-même, pas plus que cela. Ça leur a donné du boulot en plus. La réalité est que et qu'on n'exporte pas encore assez de services. La réalité est que on a un chômage des jeunes qui est de plus en plus important. Non, la stricte vérité, c'est que je ne vois aucun effet réel, aucun effet palpable des 100 jours de ce gouvernement. Amine Diori, responsable
PME. Je voudrais revenir sur cette question des délais de paiement. La loi a été votée il y a 1 an, elle doit rentrer en vigueur dans quelques jours. Il manque encore des points stratégiques pour que cette loi soit applicable. Moi, honnêtement, si je suis politique et que je vois la situation des TPME aujourd'hui qui est quand même relativement critique, on parle d'emploi, on parle d'innovation. Il faut donner un souffle en termes de trésorerie à ces entreprises. Ce souffle, c'est quoi ? C'est déjà de leur permettre de recouvrer plus rapidement leurs créances. C'est la première chose à faire. Donc, si je m'intéresse à ces entreprises, je fais en sorte que la loi qui est censée améliorer les choses rentre en vigueur avec les bonnes mesures pour que les choses aillent mieux le plus rapidement possible. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On a entendu tout de même Saadine El Othmani qui a réuni quelques journalistes, c'était ce samedi à Rabat, juste avant la présentation hier donc du bilan des 100 jours, parler notamment du projet de loi de finances 2018. Alors, il l'a pas promis fermement, mais on peut lire à travers les lignes de ses déclarations que il y a une sérieuse réflexion engagée sur l'impôt progressif pour les sociétés. Ça serait une bonne nouvelle, ça pourrait avoir des conséquences, Amine Diouri ? Alors, sur un moyen long terme ? En tout cas, c'est une demande qui est faite depuis de nombreuses années par le CGEM. Après, le coût effectivement a fait que cette mesure n'a pas été encore mise en œuvre. Oui. Mais je pense qu'il l'a rappelé d'ailleurs, Saadine El Othmani, ce coût de la réforme. Oui, exactement, ça va coûter quelque chose comme entre 2 et 3 milliards de dirhams. Donc, effectivement, ça aura un impact évidemment pour la TPME, ça aura un impact également en termes de rentrée d'argent, parce qu'aujourd'hui on se rend compte d'une chose, c'est que près de 2/3 des entreprises ne payent pas l'IS. Elles trouvent toujours un moyen pour déclarer un bénéfice avant impôt négatif, et donc justement le fait de mettre en œuvre cet IS progressif, ça va permettre justement de dépasser ces effets de seuil qui existent aujourd'hui et améliorer les choses en tout cas en termes de rentrée fiscale pour ces TPME. Hicham Hamadi. À mon avis, c'est pas cela qui fera qu'il y aura de la création d'emplois. Ça fera que effectivement il y ait des gens qui sont dans une zone grise entre la sous-déclaration et la déclaration réelle vont effectivement aller vers une déclaration à peu près propre, parce que encore une fois, pour payer de l'impôt, il faut générer du bénéfice. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on génère du bénéfice, c'est qu'on a créé de la valeur, c'est qu'on a créé de l'emploi. Et c'est là où il faut qu'ils travaillent. Comment faire en sorte à ce que les entreprises puissent, ne serait-ce ce que disait Amy, ne serait-ce que soulager leur trésorerie, ne serait-ce que pour les aider à avoir leur argent à temps. Ça, c'est un élément pour moi crucial qui permettra aux entreprises de souffler et de ne plus pédaler, de ne plus se soucier du quotidien. Donc oui, c'est bien de faire un impôt progressif, mais le fait que ça soit un pourcentage, il est progressif par nature, parce que 30% de 1 million, c'est pas 30% d'1 milliard. Donc, à mon sens, oui, c'est bien, mais c'est pas le sujet. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Amine Diouri. Rebonjour. Rebonjour André. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Hicham Hamadi également avec nous. Rebonjour. Rebonjour. Analyste politique et économique. On s'interroge ce matin sur comment ça va. Comment ça va tout simplement pour les TPME marocaines. 1 an et demi après la réunion de Banque Al Maghrib sur l'accès à la facilitation au crédit pour ces TPME, et puis 4 mois après l'installation du gouvernement, il y a un bilan qui a été présenté hier avec, on le disait, très très peu de mesures qui ont été prises en faveur des TPME, PME. Amine Diouri, c'est vrai que ça fait 1 an et demi déjà que cette première réunion entre la CGEM, Banque Al Maghrib et le groupement des banques marocaines s'est tenue pour tenter d'avoir moins de garanties en termes de demande de crédit pour les TPME. Est-ce que ça va mieux 1 an et demi après? Est-ce qu'on a des résultats assez probants en la matière? Alors, les chiffres le montrent. À fin juillet, il y a moins d'encours, par exemple, de crédit de trésorerie. Certes, c'est compensé par une hausse des crédits d'investissement pour les sociétés non financières privées. Donc c'est un bilan mitigé pour l'instant. En termes d'impact, en réalité, la banque, elle souffre toujours des mêmes maux, toujours un problème d'image. Elle souffre d'un problème de transparence. Les clients trouvent qu'effectivement il y a un problème de communication des banques par rapport à ses clients en termes de, par exemple, les scores attribués dans les dossiers de crédit. Il y a cette question un comparatif qui pourrait exister des prix pratiqués par chaque banque et des marges pratiquées par chaque banque. La question de la possibilité de migrer d'une banque à une autre. Aujourd'hui, ça existe depuis cette année, mais personne n'en parle. Oui. Avec tous les problèmes qui vont derrière. Chaque fois qu'on veut quitter sa banque, il y a toujours les problèmes qui
qui suivent derrière, on vous fait payer des frais exorbitants pour pouvoir changer de banque. Tout ça fait qu'aujourd'hui, la banque souffre vraiment d'une très mauvaise image. Bon, il y a tout de même une bouffée d'oxygène, Hicham Hamadi, bouffée d'oxygène ou pas, entre guillemets, c'est l'ouverture des banques participatives. Ça peut mettre un peu de concurrence, alors pas forcément tout de suite, mais ça a démarré peut-être la concurrence. Oui, ça a démarré, mais c'est une question de volume. On le sait, un produit qui est vendu à une personne, ça coûte très très cher. Si vous le vendez à 1 milliard de personnes, ça va réduire les coûts. Donc c'est une question de volume, c'est une question de lobby, c'est une question de communication. Maintenant, les banques, le gouvernement n'a rien fait pour pousser les banques à encore financer l'économie, et encore les banques continuent avec la même démarche. On sait toujours financer des personnes, mais on ne sait pas financer des projets. Et donc c'est ce qui fait que il y a très peu de transparence par rapport au scoring, il y a très peu de transparence par rapport aux notations. Et donc là, le gouvernement serait attendu. Il faudrait peut-être prendre des mesures nécessaires pour tenter de pousser davantage de transparence au niveau des banques. Surtout un gouvernement piloté par le PJD qui a toujours critiqué le système des rentes et le système des agréments. Aujourd'hui, on a des banques qui disposent d'agréments de l'État, donc une sorte de rente, parce que on leur donne de l'argent du contribuable, donc on leur donne de l'argent à un taux accessible pour qu'ils puissent les distribuer. Ils le distribuent non seulement pour financer les biens immobiliers, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire aujourd'hui, c'est je vous donne de l'argent, il me faut de l'hypothèque et de la garantie, mais ils savent pas financer des projets, je vous donne de l'argent avec un facteur risque. En gros, et je finis sur ça, mesurer le risque pour un banquier, c'est qu'il n'y ait pas de risque. Améliorer. Pas mal la phrase. Effectivement. En matière de garantie demandée par les banques, il y a une loi qui est très attendue, qui est la loi sur les sûretés mobilières. En gros, ça permettra quoi ? Ça permettra aux entreprises d'accroître la possibilité des garanties offertes. Donc en termes d'hypothèque sur les biens mobiliers de l'entreprise ou immobiliers de l'entreprise. Ça va permettre également de réduire toutes les garanties personnelles demandées par les banques aux entreprises. Donc ça va avoir un impact très positif. Maintenant, on attend effectivement l'adoption officielle de cette nouvelle loi. À mon avis, ça aura un bel impact. Sur la question de la concurrence sur les marchés aujourd'hui bancaires, il faut se rappeler une chose, c'est que les banques participatives, elles sont détenues par les grandes banques classiques. Oui. Donc elles se font pas concurrence en réalité, puisque c'est les mêmes banques qui détiennent ces banques participatives. L'idée, c'est simplement aujourd'hui d'améliorer la rentabilité financière de ces entreprises, de ces banques, qui tendanciellement a fortement baissé ces 10 dernières années. Donc l'idée, c'est de réaccroître, de gagner de nouveaux marchés, d'accroître cette rentabilité qui a eu tendance à baisser. Bon, si je vous écoute, là, on est à 3 mois et demi de cette fin d'année 2017. Les TPME marocaines, à la fin de l'année, elles vont sortir des mouchoirs ? Je pense qu'il ne nous reste que nos yeux pour pleurer, ou à mon avis, où on est en train de suivre une politique du divan. On est sur un divan et on est en train de nous endormir. Donc à un moment, il faut se poser la question. Il y a une image derrière les propos de Hicham Hamadi. Est-ce qu'on est là pour prendre des décisions gouvernées ? Enfin, le temps a été donné sur l'éducation. J'aurais souhaité que ça soit donné partout, surtout au niveau de l'économie, parce que créer une commission interministérielle qui va créer de l'emploi, je ne vois pas l'intérêt, parce que l'emploi est créé par le privé. Il faut vraiment qu'il y ait des mesures claires dans ce sens et des mesures franches et agressives. Pour créer de l'emploi, il faut favoriser l'innovation, il faut mettre des moyens, il faut mettre des fonds, il faut favoriser les petites entreprises. 80% du socle, c'est des TPE. Il faut arrêter avec des mesures qui, à mon sens, sont plutôt de la politique politicienne. Quand j'entends le bilan qui est axé sur le social, je veux bien. Donc oui, il faut qu'il y ait du social, il faut qu'il y ait un accompagnement effectivement des couches défavorisées, mais le vrai salut, parce que pour qu'on puisse s'en sortir et qu'on puisse donner de la dignité aux personnes, c'est de leur donner de l'emploi. Et l'emploi, c'est de la création de valeur, c'est l'entreprise. On peut pas incorporer les gens dans la fonction publique. Il faut pas simplement se targuer par la création de je ne sais pas combien de CDD au niveau de la fonction publique. Il faut faire en sorte à ce que les entreprises puissent recruter. Donc il faut passer par l'entreprise et la création de valeur et aller vers... Et en plus, l'entreprise, c'est l'élément le plus démocratique pour la distribution de richesse. C'est de permettre
à des gens qui ont des idées, des projets, d'aller les développer et d'aller faire en sorte à ce que ça soit partagé avec d'autres. 9h42 sur Atlantique Radio. Dans un instant, on va aller en France avec donc une journée à haut risque pour Emmanuel Macron. Première épreuve du feu, entre guillemets, avec donc une contestation sociale, une manifestation, une grève qui se déroule ce mardi contre le projet de réforme du Code du travail. Cette journée est importante. Elle pourrait être un marqueur, peut-être même un tournant social dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, dans quel sens? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mais juste avant, la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Allez, Amine Diouri, un coup de gueule, un coup de cœur, qu'est-ce que vous nous avez choisi aujourd'hui? Alors ce sera un coup de cœur, une étude très intéressante publiée par un économiste-chercheur de Banque du Maroc qui a étudié sur une vingtaine d'années l'évolution du PIB potentiel du Maroc. Vous voulez nous plomber le moral ce matin, oui, Amine Diouri. mais en même temps ça fait le lien avec ce que Hicham disait à l'instant. Oui, bien sûr. Et c'est important parce que il démontre clairement une chose, c'est que le PIB potentiel du Maroc en pourcentage a baissé sur la dernière décennie par rapport au début des années 2000. Ouais. Et on se veut une entreprise en forte croissance, une économie en forte croissance. On doit dépasser les 5%, ne serait-ce que pour baisser les faillites d'entreprises. Or, on voit que c'est tout le contraire qui se passe. Alors pourquoi? Absence d'investissement privé, les investissements publics qui ne sont pas rentables, et surtout un taux d'activité qui reste relativement faible, et puis une productivité du travail qui est faible également. Et une gouvernance aussi, qui n'est pas forcément rendez-vous en termes d'efficacité des investissements. Exactement. Donc on voit en plus que derrière tout ça, notre PIB réel est en dessous de ce PIB potentiel. Donc voilà, il y a un problème. La seule façon de l'améliorer, c'est ce que dit ce chercheur, c'est de travailler sur la main-d'œuvre, c'est-à-dire augmenter la productivité du travail. Et ça, évidemment, c'est lié à l'éducation, c'est lié à la formation, et c'est tous ces plans-là qu'il faut mettre en œuvre pour améliorer notre croissance potentielle. Hicham Hamadi, dites-moi que vous avez un coup de cœur. Non, un coup de gueule. Il faut continuer sur le même élan. Oui, on peut pas commencer par les critiques et finir par un coup de cœur. Non, un coup de gueule parce que après un discours de Sa Majesté très très fort qui critique l'administration et qui dit les choses, qui nomme les choses, on a une administration des mines qui dépend du ministère du Transport qui, elle, décide toute seule de fermer à 15h30 alors que on venait d'apprendre avant qu'on allait ouvrir les samedis, qu'on allait faire un système de tickets, qu'on allait avoir un sourire et que les gens vont être bien reçus. Eh ben non, ça continue. Je ne sais pas ce qu'on peut faire face à une conscience qui est morte. Enfin, je vais revenir à ton Kleenex. Je pense qu'il nous reste que nos yeux pour pleurer parce que en face de nous, il y a des gens que soit ils habitent ailleurs, soit ils n'ont pas la même conscience. Soit la sanction n'est pas forcément là aussi. Soit la sanction n'est pas là. 9h45, place à notre deuxième sujet dans la décodeur Atlantique. Et direction la France avec donc la première manifestation et des grèves qui sont attendues aujourd'hui ce mardi 12 septembre contre la réforme du Code du travail. Emmanuel Macron, lui, n'est pas en France, enfin il l'est, mais il n'est pas en tout cas dans l'Hexagone. Il est à Saint-Martin au chevet des victimes de l'ouragan Irma qui a frappé donc cette petite île. Messieurs, aujourd'hui on apprend qu'il y a des lycées qui sont bloqués en France. Ça commence donc déjà. Il y a quelques manifestants, une poignée de manifestants, pour l'instant à peine 4000 à 5000 personnes qui sont réunies à Paris ce matin. Bon, bien sûr, c'est que le début de la matinée. Il est à peine 10h46 encore en France. C'est une journée vraiment test, marqueur, Amine Diouri, aujourd'hui pour Emmanuel Macron sur la réforme du Code du travail, mais sur la philosophie même de son quinquennat. Alors sur la réforme du Code du travail, à mon avis, ce sera une journée pour rien. Je vous le dis très franchement, pour plusieurs raisons. Déjà, le Conseil constitutionnel a validé les ordonnances qui ont été passées sur ce Code du travail, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, le front syndical avance de manière complètement désunie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est uniquement la CGT qui manifeste dans la rue. FO a refusé de manifester avec la CGT, la CFDT aussi. Oui. Mélenchon a sa propre manifestation dans une dizaine de jours. Donc voilà, déjà c'est un front désuni. Contrairement par exemple à 2016 avec la loi El Khomri, où là il y avait un front uni. Il y a eu une quinzaine de manifestations de ce front syndical pour manifester contre la loi El Khomri. Cette année, en tout cas pour les manifestations sur le Code du travail, il ne se passera rien. Bon, c'est juste un coup de bluff d'Emmanuel Macron. On voit justement la tactique Emmanuel Macron d'avoir pris de court un petit peu les syndicats, notamment sur les ordonnances, et puis il les a pris à part également.
ensemble tout de suite, dans l'immédiat en tout cas, sur le dévoilement des mesures qui touchent cette réforme. Ouais, c'est vrai que de ce point de vue-là, il a bien joué. D'avoir négocié pendant l'été avec les différents syndicats. D'ailleurs, c'est ce que dit clairement le patron de FO. Il a pas de raison de manifester parce qu'il y a eu déjà Macron FO, a été élu. Force ouvrière. Hein. Macron a été élu sur un programme, il l'a déjà tout dévoilé, donc il a été élu pour ce programme et puis il a négocié, donc il n'y avait pas de raison d'aller au combat pour aujourd'hui. Hicham Hamadi, certains macronistes laissent penser à Paris, dans les couloirs, alors bien sûr on dit pas ça au micro dans les médias, mais que rien n'arrêterait Emmanuel Macron, si ce n'est des manifestations, des blocages, des grèves équivalentes à celles des années 95 en France. Donc il y a une motivation. Vous y croyez vous aussi ou pas ? J'y crois pas. Je pense que c'est plutôt un enjeu côté syndical parce que il y a une succession entre parenthèses d'échecs ou de manifs qui n'ont pas abouti. Donc l'enjeu réellement c'est l'unité et on voit que c'est pas atteint. Donc c'est plus du côté syndical que du côté du gouvernement. Maintenant, côté Macron, l'enjeu pour lui, c'est de passer en force parce qu'il c'est ses premières réformes, et on a d'autres sur la retraite et sur autre chose. Donc, ce qui arrive est encore plus décisif et plus important. Donc, je pense qu'il va pas faiblir. Je pense que il a su, en termes tactiques, il a su jouer en faisant en sorte à ce qu'il ait des accords avec notamment Force ouvrière, et que la seule aujourd'hui qui va sortir, c'est la CGT, à mon sens. Oui, CGT et puis Sud Solidaire. Exactement. Enfin, quelques syndicalistes de la CFDT vont sortir, mais unitairement et non pas au nom de leur syndicat. Donc, déjà, je pense que c'est gagné d'avance. Maintenant, c'est un apprentissage pour lui parce que c'est sa première confrontation et on sait, les blocages qui vont être causés, en France, en général, c'est très difficile, surtout au niveau des transports, au niveau de la SNCF et la RATP. Je pense que c'est gagné d'avance, surtout que, effectivement, ça a été validé au niveau du Conseil. Je pense qu'il y aura un débat au Parlement et ça passera. Mais le reste... Il a déjà eu lieu, le débat, puisque ça a été adopté. Enfin, on a donné les pleins pouvoirs à l'exécutif pour mettre en place ces ordonnances. Maintenant, c'est... Comment ça va s'exécuter? La principale réforme sur laquelle il y a un vrai débat, c'est le plafonnement des indemnités au niveau du prud'homme. Ouais. Je pense que c'est ce qui motive les gens qui vont sortir dans la rue. Maintenant, et donc en diminution, parfois diminution par deux. Exactement. Mais surtout le plafonnement, parce que en gros, en France, vous partez au prud'homme, un salarié part au prud'homme, il a 99,9% de chances de gagner, n'est-ce pas, avec un... Et c'est le juge qui décide le montant des indemnités. C'était pas plafonné. C'était pas plafonné. Et donc l'idée... le patronat se dit que c'est intéressant pour l'emploi. Maintenant, moi, à mon sens, le syndicat devrait voir quel est l'impact sur l'emploi d'une manière pragmatique. Est-ce que cela permettra de faire en sorte à ce que la courbe du chômage s'inverse, comme disait un ancien président qui n'y est pas parvenu, ou bien c'est simplement une réforme qui va faire en sorte à ce qu'on baisse un niveau d'indemnité et c'est tout. L'enjeu actuel, c'est de réformer la France et d'aller de l'avant, selon Macron, selon les intentions annoncées. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Oui, je pense que Macron, en fait, il sait déjà qu'il a gagné. Il a envie d'aller au rapport de force. Quand depuis Athènes, il dit qu'il ne cédera pas ni aux feignants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes, il y a vraiment un côté très provocateur de sa part. Il a envie d'aller à la confrontation, de montrer qu'il ne cédera pas et que, de toute façon, il sait qu'il a gagné. Le vrai débat pour les syndicats, c'est ce qui vient après, c'est notamment tout ce qui va venir sur la réforme de l'assurance chômage. Ouais. Et ça va être un vrai... Et la réforme de la retraite également. Oui, mais surtout l'assurance chômage, parce qu'aujourd'hui, ce sont les syndicats. Exactement. Aujourd'hui, ce sont les syndicats qui dirigent l'UNEDIC avec le patronat. Demain, on prévoit une nationalisation de l'UNEDIC par l'État, c'est-à-dire qu'en gros, ils décideront plus de rien. Et c'est là le véritable enjeu, c'est de préparer le combat de demain. Et c'est celui-là, à mon avis, le vrai combat pour les syndicats. Bon, peut-être rappeler quelques mesures phares de cette réforme du Code du travail. On a parlé effectivement des indemnités prud'homales qui donc sont plafonnées. Il y a d'autres nouveautés. La plus importante, de toute façon, dans la philosophie même de cette réforme du Code du travail, Hicham Hamadi, c'est que finalement, on a une inversion des normes aujourd'hui, clairement pour le Code du travail. Aujourd'hui, tout va se décider au niveau des entreprises. Exactement. Il y a un modèle qui marche très bien, c'est le modèle allemand aussi. Il faut pas chercher. Les modèles existent. Le fait de dire que tout se décide au niveau central et qu'on laisse pas la liberté entre une entreprise et un salarié, effectivement, limite beaucoup de choses.
Maintenant, la vraie question pour moi, c'est pas, oui, ça simplifie les rapports, ça fait que effectivement on a une souplesse au niveau des règlements à définir avec ses salariés, mais est-ce que cela va faire en sorte à ce que les patrons d'entreprise vont recruter plus, vont prendre des risques plus? C'est à voir, et est-ce que c'est avéré ou pas? Je ne suis pas certain. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une autre paire de manches. Une autre paire de manches, c'est comment faire en sorte à ce que l'innovation française décolle, comment faire en sorte à ce qu'elle rattrape le gap qui est créé par le monde anglo-saxon piloté par les États-Unis et par l'Inde et la Chine. Comment faire en sorte à ce que l'export français redécolle encore une fois. C'est ça qui fera la création de valeur. Oui. Donc oui, c'est des mesures qui préparent. Maintenant, j'attends de voir sur les sujets IT et sur les sujets FinTech, qu'est-ce qu'il fera. Il y a aussi une mesure symbolique dans cette réforme du Code du travail, Amine Diori, c'est ces fameux CDI de mission, qui a été inspiré des CDI de chantier. Autrement dit, des contrats de mission à durée déterminée par l'employeur. Oui. Ça, c'est un pas assez important dans la flexibilité du travail. Ça va permettre plus de flexibilité pour les patrons. Ça fait partie de la philosophie de la politique économique de Macron, effectivement, offrir plus de flexibilité à l'entreprise. C'est comme un certain nombre de mesures. La véritable révolution pour moi de ce code du travail, c'est de permettre, par exemple, à des TPME, des entreprises de moins de 20 salariés, de nommer une personne au sein de l'entreprise qui va pouvoir négocier directement avec le patron sans passer par... On pourrait voir ici au Maroc ces CDI de chantier, enfin ces CDI de mission dans le Code du travail marocain. Il y a une réforme du Code du travail, paraît-il, qui pourrait être dessinée par l'actuel chef du gouvernement. Parenthèse. Hicham Hamadi. Franchement, je pense que ça peut être une bonne idée ici ou pas ? Oui, c'est une très 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 bonne idée. Maintenant, on a un vrai problème plutôt de marché. Il y a, pour être sympa, 40% de l'économie drivée par le public. Quand vous avez 40% et donc l'argent et le cash est drivé par le public, il y a un vrai sujet structurel avant d'aller sur autre chose. Et il faut faire en sorte à ce que les entreprises puissent rayonner au-delà du public. Donc il y a cela. Mais effectivement, ça peut être intéressant parce que comme le marché est petit, comme les projets ne sont pas de longue durée, oui, ça peut faire en sorte à ce qu'on puisse avoir des gens pour des missions, pour des projets. Enfin, les politiques vont vous répondre en disant, on a le CDD, on a... Je pense que, la multiplication d'outils est intéressante. Le faire en sorte à ce que ça soit sectoriel, ça a du sens parce que on peut le faire dans le bâtiment, on peut le faire dans les services, on peut le faire dans l'IT. Mais là où j'attends notre gouvernement, pour rester au Maroc, c'est sur les sujets innovation et sur les sujets de création de valeur au niveau local. Question de Salima Amine Diori sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. Qu'attendent de Jean-Luc Mélenchon qui manifeste donc le 23 septembre, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, son mouvement politique? Très honnêtement, j'aurais souhaité au moins qu'il se mette avec la CGT aujourd'hui pour manifester. Alors le 23 septembre, ça veut dire le lendemain de l'adoption des ordonnances par le Conseil des ministres. Donc les lois seront déjà adoptées et elles seront promulguées dans la foulée. Donc d'une certaine façon, ce sera un peu tard par rapport à ce qui se passe maintenant. La CGT a elle prévu de redescendre, battre le pavé le 21 septembre, c'est-à-dire justement avant ce Conseil des ministres. Alors Jean-Luc Mélenchon qui parle de coup d'État social, entre guillemets, en parlant de cette réforme du Code du travail, mais les autres réformes qui vont arriver, quand il décide de faire le lendemain justement des ordonnances, la publication des ordonnances dans le bulletin officiel, cette manifestation, ça veut dire qu'il veut tenter un bras de fer sur une durée avec Emmanuel Macron, oui, je pense que un bras de fer dans la rue. En faisant ça, à mon avis, en manifestant le 23 septembre, déjà, il montre que la bataille de la réforme du Code du travail, elle est perdue. À mon avis, parce que ce sera déjà adopté, donc qu'est-ce qui va changer à ce moment-là? Effectivement, il se positionne pour l'avenir, il se positionne pour les autres projets, les projets sociaux qui sont dans le pipe, et voilà, il essaye de se positionner par rapport aux syndicats, c'est sa seule intention. C'est vrai que Emmanuel Macron, côté politique en France, pour l'instant, en dehors de Jean-Luc Mélenchon, on pourrait dire peut-être de Marine Le Pen, qui vient de faire son retour la semaine dernière, sa rentrée politique, n'a pas vraiment de contestation claire et lisible aujourd'hui. Le PS est détruit, la droite se cherche encore des leaders avec des élections d'un président dans les prochains mois. L'avènement de Macron
réformer toute la scène politique a fait que chacun est en train de retrouver son projet de société. Enfin, on savait pertinemment que l'extrême droite n'avait pas de projet économique, ça on le sait depuis toujours. Maintenant, il y a deux modèles qui sont en train de s'affronter. Un modèle libéral, notamment avec Macron qui est en train de pousser vers un certain nombre de réformes pour redonner du souffle à l'économie, et un modèle social qui est piloté par Jean-Luc Mélenchon, et ça a du sens. Enfin, je pense que c'est très bien, c'est très intéressant pour la vie politique en France. Maintenant, la descente du 23, elle arrive après coup, donc elle a un sens pour l'avenir, elle n'a pas de sens sur l'état actuel des choses, et effectivement il se positionne pour l'avenir. Ça dépendra. Il est en train de tester sa capacité de mobilisation encore. Oui. Est-ce qu'il est toujours audible? Chez qui il est audible? Et est-ce qu'il va peser? Ça sera pour lui aussi sa première épreuve de crédibilité, peut-être. Exactement. D'opposition, de vraie opposition. Surtout que le PS et la droite, enfin incluant l'extrême droite, n'a pas encore trouvé ses marques. Merci messieurs. Hicham Hamadi, analyste politique et économique. Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque. À très bientôt sur Atlantique Radio. Vous restez avec nous dans quelques instants. Votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Le retour de Faisal, c'était hier justement. Aujourd'hui, vous pouvez encore nous appeler au 05 22 95 36 70, 05 22 95 36 70 pour toutes vos questions. C'est Nadia au bout du fil. Elle prend vos appels et vous passerez bien évidemment en direct à l'antenne à partir de 10h10 et jusqu'à midi. C'est un spécial immobilier et urbanisme aujourd'hui au menu des experts. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Excellente matinée.